Jean Thévenot, vous êtes un journaliste bien connu, vous avez écrit bien sûr de nombreux livres, et vous participez à une action autour de Napoléon dans le cadre du souvenir napoléonien. Alors là, vous venez de publier dans cette édition franco-suisse, pourrait-on dire, Quabédita, les femmes de Napoléon. Est-ce à dire qu'on n'avait jamais rien écrit sur Napoléon et les femmes ? Oh, bien sûr que si, parce qu'on a déjà tout écrit sur Napoléon. Donc les femmes ont déjà été abordées de mille manières. Je prétends à une certaine originalité dans la mesure où je ne m'attache pas uniquement à celles qui ont eu des relations sexuelles avérées ou supposées avec l'empereur. C'est-à-dire que je prends en compte toutes les femmes qui ont exercé une influence sur lui, c'est-à-dire bien sûr ses maîtresses, ses deux épouses légitimes, mais aussi ses sœurs, sa mère, sa nourrice, et, c'est d'ailleurs la troisième partie qui leur est consacrée, les opposantes, les femmes qui se sont dressées contre Napoléon pour des raisons politiques ou des raisons personnelles, et parmi lesquelles d'ailleurs il y a une grande Suisse et une grande Lyonnaise, Madame de Staël et Madame Récamier. Alors pour l'empereur qui n'était pas avare de jupons, qu'est-ce qu'il cherchait chez les femmes ? C'est très simple. Il avait un jour, Madame de Staël lui avait dit quelle est pour vous la meilleure des femmes ? Et il avait répondu froidement, celle qui fait le plus d'enfants, madame. Et il avait une conception très patriarcale et très traditionnelle du rôle des femmes, et il ne supportait pas qu'elles interviennent dans la politique, ce que Joséphine, sa première épouse, avait d'ailleurs fort bien compris, c'est-à-dire qu'elle savait comment se comporter avec lui. Ce qui ne l'a pas empêché, lui, Napoléon, de donner un rôle à ces deux femmes, puisque, notamment, il faut rappeler que Marie-Louise, sa seconde épouse, a été officiellement régente de France. Alors, qui parle de femmes, qui parle de Napoléon, ne peut pas passer sous silence le Code civil ? On ne peut pas passer sous silence le Code civil. C'est une question très intéressante que vous me posez là, puisque le Code civil marque pour certains une petite régression par rapport à ce qui avait été fait sous la Révolution, mais sous la Révolution il y a eu tellement de choses qu'on peut en déduire diverses conclusions. Il apparaît quand même que Napoléon, au moment de la rédaction du Code civil, n'était pas celui, on le voit très bien dans les comptes rendus des débats, n'était pas celui qui était le plus opposé aux femmes. Il n'empêche que, grosso modo, le Code civil, à l'époque de Napoléon, place les femmes sous l'autorité de leur mari. Alors ce Code civil, qui est encore en vigueur aujourd'hui au XXIe siècle, et dans les aspects que vous évoquez, qu'est-ce qu'il a d'original par rapport aux pays voisins ? Et puisqu'on s'adresse à la fois à des auditeurs, téléspectateurs français, mais aussi suisses, qu'a-t-il d'original ? Eh bien, ce qu'il a d'original, d'abord, c'est qu'il a influencé tous les pays voisins. Le Code civil, c'est pas simplement une affaire française, c'est une affaire européenne, et de très nombreux pays européens, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Allemagne, ou même beaucoup plus loin, s'en sont inspirés. Mais la grande nouveauté du Code civil, c'est quand même d'établir l'égalité entre tous les citoyens et de la codifier de telle manière qu'il n'y ait plus les privilèges de la naissance que l'on connaissait auparavant. Ultime question, puisqu'on parle de la famille, mais on pourrait parler aussi des relations de travail. Aujourd'hui en France se posent des questions autour du contrat social. On sait que Napoléon sait aussi les prud'hommes, c'est les choses en matière sociale. Alors est-ce que finalement c'était un homme qui voulait contracter, lui quand même, qui a fait preuve quand même de beaucoup d'autorité dans la gestion de l'Empire et de la France ? Oui, c'était un homme qui voulait contracter. Alors même s'il n'aimait pas qu'on le lui rappelle, il avait été un fervent admirateur de Jean-Jacques Rousseau notamment, et il était marqué par toutes sortes d'idéologies venues de l'époque des Lumières. Et s'il pensait qu'un régime autoritaire était nécessaire, c'était néanmoins un régime qui devait reposer sur, je le répète, l'égalité entre les citoyens, qui lui apparaissait comme quelque chose de fondamental et qui est, à mon sens, le principal legs de la Révolution qu'il a conservé.